Bonjour et bienvenue sur la chaîne Twitch de l'Université de Nîmes. Ici Flo Sord et Julie Régis, doctorante à l'ED 583 Risques et Société. Et on va vous présenter cette première des séminaires doctorants en live sur la chaîne Twitch. Bonjour. Donc, pour commencer, on va faire une petite interview de Flo. Flo, peux-tu nous parler de ton parcours universitaire ? Alors après mon bac, j'ai fait une prépa et j'ai fait une école d'ingénieur avec une spécialité mécanique des fluides et thermodynamique. Et j'ai fait en parallèle un master en économie-gestion. Et après, je suis partie, on a beaucoup bougé avec ma famille et j'ai enseigné les maths et la physique-chimie dans d'autres pays. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop ce que je faisais, que je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et à ce moment-là, j'étais au Kazakhstan. Et le Kazakhstan, c'est un pays qui a connu des catastrophes environnementales assez violentes au sujet de l'eau. Et en particulier, il y a le sujet de la mer d'Aral qui est quand même un exemple assez horrible de ce que l'humain peut faire et dégrader en termes de ressources en eau. Et donc à l'époque, vraiment, je me suis dit, je veux reprendre mes études et faire de la recherche dans le domaine de l'eau. Donc j'ai vendu mon CV à la fac. J'ai trouvé plusieurs masters qui m'intéressaient en sciences de l'eau. Et donc j'ai essayé de squeezer la partie licence, pas refaire une licence, et rentrer directement en master en disant, j'ai fait de la thermodynamique, voilà, les liquides, l'eau, voilà, il y a un rapport. Et essayer d'avoir les bases en chimie, en environnement, en bio, etc. Et donc du coup, j'ai fait un master à Rennes, un master en sciences de la vie et de la terre. Donc l'intitulé, c'était hydro-bio-géochimie. Et donc j'ai fait 2 ans là-bas. Et après ça, je suis arrivée ici pour faire mon doctorat. Ok. Et tu as fait des stages dans des universités, enfin des labos de recherche ? Alors oui, j'ai fait plusieurs stages en recherche. Un premier à l'époque où j'étais en école d'ingénieur, où c'était un peu un stage de la dernière chance, c'est-à-dire que j'avais rien trouvé. Et j'avais une prof très sympa qui a appelé des collègues dans d'autres labos pour essayer de me trouver un stage. Et donc j'ai fait ce stage en labo, c'était mon premier stage de recherche. Et à l'époque, j'ai détesté. C'était de la modélisation en microfluidique. Le sujet était sympa, hein, je me suis intéressée au sujet, etc. Mais à l'époque, je me suis dit, mais vraiment, la recherche, pas pour moi, je n'en ferai jamais. Je me souviens que j'étais très perturbée par l'absence de résultats obligatoires. C'est-à-dire que j'étais très calibrée problème de maths. C'est-à-dire, si on me pose une question, c'est qu'il y a une réponse. Et souvent, qu'il n'y en a qu'une seule. Et en recherche, je me disais, alors déjà, il n'y a peut-être pas de réponse. Il y en a peut-être plusieurs, il va falloir que je trouve celle qui est la mieux, sans vraiment savoir, sans être sûre que ce soit la mieux. Et cette espèce cet incertain, ça m'avait beaucoup, beaucoup perturbée à l'époque, et j'avais vraiment dit non, pas pour moi, etc. Sauf qu'après, quand j'ai eu ma prise de conscience au Kazakhstan, en mode « oh mon Dieu, la planète s'effondre, il y a l'eau qui est en péril, etc. Je veux faire de la recherche dans ce domaine », là, j'ai un peu reconsidéré mon « jamais ». Et du coup, pendant mon master, j'ai fait 2 stages en recherche. Ça a été vraiment pour moi l'occasion d'apprendre sur le tas des choses où j'avais pas les bases, quoi. Parce que j'étais dans un master qui faisait de la chimie et de la bio et de la géologie, mais j'avais pas fait de géol au lycée. Donc je disais en rigolant que j'avais un niveau bac-2 en géologie. Pareil pour la bio et la chimie. En fait, je détestais ça. Je me souviens en prépa, c'était... moi, j'avais fait maths en prépa, donc la chimie, c'était... il y en avait moins et j'aimais pas ça. Donc du coup, je me suis forcée à trouver des stages en recherche, en géochimie. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça m'a confirmé dans ma position de dire que je voulais faire de la recherche dans ce domaine. Je pense que c'est pas la même chose de faire un stage qu'on nous a donné parce qu'on n'avait rien d'autre à faire que de chercher un stage et vraiment trouver celui qu'on veut pour nous. On n'a pas du tout la même motivation. Parce que ton premier stage, c'était le stage dont tu parlais en microfluidique, c'était un stage de M1, ouais. C'est ça ? Et du coup, en M2, tu as fait un autre stage aussi en recherche ? Alors, la microfluidique, c'est quand j'étais en école d'ingénieur.
Donc niveau M1 en école d'ingénieur, donc c'est l'avant-dernière année. Oui. Le M2, j'avais fait un stage de 6 mois, pas du tout dans ce domaine. J'étais dans tout autre domaine, pas de la recherche. Mais par contre, mes 2 stages de recherche en géochimie, je les ai faits pendant mon master. Sur sciences de l'eau. Sur les sciences de l'eau, ouais. Et oui, donc premier, j'ai fait un stage vraiment labo pur, et avec de l'isotopie. Et deuxième, j'ai fait ça, c'était dans plusieurs labos. Notamment, il y avait une partie qui était raccrochée au CEA. Et donc c'est le comité énergie atomique, quelque chose comme ça. Centre de recherche. Tu connais peut-être mieux le sigle. Mais voilà. Bon, bref, du coup, c'était chouette. C'était vraiment très chouette. Ok. Et du coup, comment t'en es arrivée à postuler en thèse, suite à ces expériences? Est-ce que tu avais postulé à d'autres thèses? Est-ce que c'est ton coup de cœur, mon crush? Mon crush de doctorat. J'étais rentrée en master clairement en disant que je voulais faire un doctorat. Hein. C'était le but. Donc, c'était ma ligne directrice depuis l'entrée au master, de dire la fin de ça, c'est pas le master, c'est le doctorat. Et je me suis retrouvée en M2 à la fin à me dire maintenant, il faut que je postule. Et c'est vrai que souvent, les doctorats, on les trouve avec nos profs, avec ceux qui nous connaissent, là où on a fait nos stages. C'est assez courant qu'il y ait en fait un stage de M2 qui puisse donner lieu après un doctorat sur le même sujet. Comme ça, on a passé déjà 6 mois, on connaît bien, on a fait la biblio, etc. Même des fois, il y en a qui arrivent, ils ont déjà presque de la matière pour faire un premier article. Donc j'étais là dans mon master 2 avec mon stage en recherche en me disant on va prendre la voie, entre guillemets, la voie royale. Et en fait, il s'avérait que cette thèse-là, elle n'a pas été faite pour moi. C'est-à-dire qu'il arrive aussi qu'on construise des projets de thèse avec un professeur et un étudiant. Et dans ce cas-là, comme on est quand même censé publier l'annonce de thèse, on va mettre les caractéristiques qu'on recherche chez notre thésard. Mais implicitement, en fait, on a déjà notre thésard. Et en fait, c'était ce qui s'était passé. C'est-à-dire que moi, j'ai vu l'annonce de ma directrice de stage. Je me dis, candidatons. Et en fait, après, on m'a dit par bruit de couloir, non, en fait, c'est un stage qui a été construit pour Maëva, la master d'il y a 2 ans, qui revient dans la recherche, etc. Donc, j'étais un peu... c'est mort. C'est mort, c'est pas grave. Et j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé l'annonce du doctorat ici. Et vraiment, le sujet était exactement ce que je cherchais parce que je voulais faire de la phytoremédiation. C'était déjà quelque chose que je savais que je voulais faire. Et là, c'était vraiment un sujet complètement construit autour de la phytoremédiation. Et pour moi, j'avais le sentiment que c'était bon, j'avais fait les bons choix au niveau de mes options, de mes stages et que j'avais les compétences pour postuler. Donc j'ai envoyé ma candidature. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que en fait, l'entretien s'est bien passé, j'ai visité le labo, etc. Et j'ai attendu la réponse. Et la réponse, ça a été vous êtes deuxième. Alors c'était bien d'être deuxième, mais quand t'es pas premier, t'as pas de poste, quoi. Donc j'ai eu un peu ce... voilà, c'est la 2e fois que je me prends un râteau. Et en fait, le doctorant qui devait faire cette thèse, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais cette personne n'est jamais venue. Elle ne s'est pas présentée le premier jour de la thèse, donc j'ai été recontactée après en disant est-ce que vous cherchez toujours une thèse? Est-ce que vous êtes toujours motivée pour faire ça? Et alors moi, j'étais super motivée, donc je suis arrivée. Voilà, mais je sais pas ce qui est arrivé à cette personne. C'était la grosse blague dans ma famille. On m'a dit est-ce que c'est toi qui as éliminé ton concurrent? Je ne sais pas qui c'est. Mais voilà, donc du coup, c'est comme ça que je suis arrivée ici. Et dès la première année, ce sujet de thèse, tu as pu faire ma thèse en 180 secondes. Donc c'est plutôt un bon signe. En plus, tu es allé loin. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le concours de ma thèse en 180 secondes, c'est un concours ouvert aux étudiants en doctorat et qui consiste à vulgariser le sujet de sa thèse en 3 minutes, donc 180 secondes. C'est un concours qui est, entre autres, je crois que le CNRS est impliqué dans l'organisation. En tout cas, ils ont fait partie des gens qui ont poussé pour que ça existe. Et ça fait plusieurs années que ça existe. Et moi, je sais qu'en master... J'avais regardé la finale de ma région et j'avais une de mes profs, une intervenante, puisque les doctorants des fois font des cours, qui était sélectionnée pour représenter notre région et elle avait vraiment une super présentation.
Et je me souviens qu'à l'époque, comme je savais déjà que j'avais un projet de thèse, je me disais, mais c'est trop bien. Enfin, le concours est juste passionnant parce qu'on entend en 3 minutes des sujets de thèse dans tous les domaines. Il y a de la bio, il y a des thèses en littérature, en histoire, en design, en droit. Enfin bref, c'est un truc, mais... Pff. Et je me suis dit, oui, je veux le faire. Et en fait, quand je suis arrivée ici, l'école doctorale a dit qu'ils ouvraient les candidatures. Et au début, je me suis dit, je vais pas y aller, c'est ma première année, j'ai rien fait. Et on m'a dit, non, mais en fait, c'est sur le sujet de ta thèse, en fait. Donc si tu connais le sujet de ta thèse, tu peux le présenter. Donc je suis venue avec mon texte. C'était une catastrophe, il y avait des grèves de transport en commun, et moi, j'avais un rendez-vous médical à Toulouse. Et genre, pour la sélection, genre, je me dis, bon, mon train, il faut vraiment que je l'ai. Donc, j'avais bien pris et tout a été annulé, mais j'avais eu la confirmation, mon train n'est pas annulé. J'arrive à la gare et là, je vois train annulé pour cause d'inondation. J'étais là, mon Dieu, la sélection est dans 1 heure, je suis à Toulouse. Non, c'était pas 1 heure, j'avais 2 ou 3 heures de battement, mais je savais que le temps de faire le trajet. Donc, j'ai commencé à regarder sur Blablacar. Il y avait un covoiturage qui partait genre dans 1 demi-heure à l'autre bout de la ville. C'était la panique. Et pendant tout le chemin, c'était un médecin qui faisait le covoiturage. J'ai répété ma présentation et en fait, j'étais hyper anxieuse. Donc j'étais toute seule dans une voiture et je tremblais et j'avais la voix et je me mélangeais et tout. La fille était là, oui, t'inquiète, ça va le faire, tu vas y arriver. Et je suis arrivée genre, pas en courant, mais je me souviens que j'étais transpirante à regarder ma montre, à me dire, putain, j'ai 5 minutes, je suis en retard et tout. Et je suis arrivée, je me suis posée, j'ai fait ma présentation. Ça s'est fini pile poil à 3 minutes, j'étais là, oh mon Dieu, je suis allée m'asseoir, j'avais les jambes qui tremblaient et tout ça. Et après, en fait, il y a eu présélection. On a été une vingtaine à être présélectionnés et formés. Et ça, c'était la meilleure partie. C'est-à-dire qu'on a passé plusieurs demi-journées à être formés, coachés par des profs de théâtre, des profs en communication. Il y avait une fille qui était spécialisée dans le discours et la linguistique, etc. Enfin, c'était vraiment hyper enrichissant. Et surtout, en fait, on était 20 concurrents, mais en fait, on a passé tout le processus à s'aider les uns les autres, à se faire répéter, à dire ce qui marchait pas. Ah, la blague là, elle est vraiment sympa, est-ce que tu peux le faire mieux? C'est bonne ambiance, quoi. Hyper bonne ambiance. Bisounours. Ouais, mais de fou. Je pense qu'une partie des raisons pour lesquelles c'est une bonne ambiance comme ça, c'est que en fait, ils sélectionnent 2 personnes pour partir et présenter la région. Et donc, en fait, on a juste envie de partir, nous, et avec une autre de ces 19 cool personnes, en fait. Donc, il n'y a pas de coups bas, il n'y a pas de trucs de rétention d'informations ou de trucs... Je sais qu'il y avait quelques-uns qui étaient un petit peu en retrait, enfin plus que d'autres, mais jamais dans un truc comme j'avais vu, par exemple, en prépa, où il y a eu des trucs où c'était vraiment... c'était pas cool, quoi. Donc, il n'y avait pas du tout cet esprit de compétition néfaste, quoi. C'était de la saine compétition avec beaucoup d'entraide. Je sais que j'ai fait l'illustration d'une des filles qui était là et elle m'a fait réviser et répéter, etc. Enfin, c'était vraiment super bien. Et puis en fait, il y a eu le confinement. Donc, juste avant notre dernière séance, on commençait déjà un peu à paniquer avec le Covid. Et je me souviens qu'on s'est posé la question entre candidats, est-ce qu'on se voit ou pas la veille? Et puis on a dit, peut-être qu'ils vont tout fermer, donc oui. Et donc on s'est retrouvés... je sais plus combien on était presque tous là, sur le bateau du père d'un des candidats. Donc c'était vraiment, genre j'étais là, waouh, c'est trop bien. Donc on a passé la nuit sur un bateau. Et ensuite on a fait notre dernier cours et après ils nous ont dit, en fait, confinement, tout est annulé. Donc on a eu le temps de juste dire, oh... Alors qu'on était tous ensemble, avec les étoiles dans les yeux, à se dire, ouais, on va être dans une super grande salle. On avait un peu c'est un peu ce fantasme quand on regarde les autres années. C'est toujours dans des très beaux environnements, il y a des belles lumières, c'est bien filmé. Et puis de se dire, oui, je vais être presque comme dans un TEDx. Enfin, donc tous, on était en train de se projeter là-dedans. Puis en fait, finalement, on dit rien du tout. Et il se passe peut-être 2-3 semaines. Et là, ils reviennent vers nous, on dit, on a réfléchi quand même, on va essayer de le faire en ligne. C'est la première fois, en fait. Il n'y a jamais eu de truc comme ça, parce qu'il n'y avait jamais eu de pandémie avant. Et donc, ils nous ont dit, vous filmez avec votre pitch et on les publiera tous ensemble. Et on était sur notre groupe WhatsApp et ça a été le jour où on s'est filmé, le dernier jour avant la deadline, mais c'était l'enfer. On était là, il y avait des gens qui étaient là, il y a un camion qui passe dans ma rue et il y a quelqu'un qui est en train de faire du bruit, là, le bip, bip, bip et tout ça. Et j'ai pris 15 fois ma prise et c'est pas la bonne. Et moi, je sais plus combien de fois je l'ai faite, mais en fin de compte, je sais que j'ai pris la première, c'est classique. C'est-à-dire qu'on on fait c'est nul, on fait la deuxième, c'est pire, la troisième, c'est pire, t'en es à la 10e, t'en peux plus, tu dis, bon, c'est la première, je le vois.
Et je sais qu'il y a une copine qui n'a pas pu, parce qu'elle avait juste pas de téléphone qui filmait assez bien. Donc ça, c'était hyper triste. Mais quasiment tous, on a été OK. Il y en a quelques-uns qui ont arrêté là en disant moi, j'étais là pour une expérience de prise de parole en public. Et là, c'est plus du tout la même chose. Donc, ils ont reporté en disant je le ferai l'année prochaine ou l'année d'après. Mais en fait, on l'a fait. Ça a été vraiment super bien. Et ensuite, ils nous ont organisé une remise de prix longtemps après le déconfinement. Mais la finale nationale, elle a été annulée. Donc j'ai été sélectionnée pour partir représenter la région avec une fille de Montpellier qui faisait de l'ingénierie en mécanique des propriétés mécaniques. Des matériaux. Des portes. Oui, propriétés. C'est les portes d'avion, je crois. Ouais, c'était le truc sur les portes d'avion. Enfin bref, oui, en matériaux. Elle était en matériaux. Et puis ça s'est pas fait. Donc ça s'est arrêté là, mais je regrette pas, c'était vraiment trop cool. Donc s'il y a des doctorants ici, même en première année, l'année prochaine, puisque là c'est fini pour cette fournée, l'année prochaine, n'hésitez pas à candidater. Et il y en a un autre en anglais aussi, qui est un peu sur le même concept, mais qui est organisé différemment. 3-minute thesis. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc les gens qui ont envie, allez-y. Et si vous êtes présélectionnés, vous serez formés et coachés. Et vous allez rencontrer plein de gens trop cool. Voilà. Moi, je n'ai pas fait ma thèse en 180 secondes, donc je ne pourrais pas pouvoir vous en parler aussi bien que Flo. Mais on va passer à ta présentation. Ah oui. Pour nous montrer Ok. tes recherches. Oui, alors c'est une petite fenêtre sur ce qui se passe en ce moment dans ma recherche, sur la phytoremédiation du coup. J'ai ma souris. Donc, du coup, Thanos versus vers de terre, phytoremédiation en péril. Voilà, donc c'est le sujet de ma présentation. Ma thèse est financée par la région Occitanie et je suis dans le laboratoire Chrome à UNIM et je dépends de l'école doctorale Risques et Société, donc le D 583. Donc, mon sujet, c'est les sédiments de dragage. Les sédiments de dragage, c'est ce qu'on va obtenir quand on drague les ports pour les désencrasser, les désensabler, pour permettre que les bateaux puissent continuer à circuler. Et donc ces sédiments de dragage, ils sont souvent relargués en mer quand ils ne sont pas trop pollués, mais ça arrive qu'on soit obligé de les ramener à terre. Et dans ce cas-là, quand ça arrive à terre, en fait, c'est des déchets. Et le souci de ces sédiments de dragage, outre le fait que des fois ils sont un peu pollués, soit avec des hydrocarbures ou des métaux lourds, le souci c'est qu'en fait c'est principalement de la boue, du sable et beaucoup d'eau de mer. Et l'eau de mer c'est très salé. Et autant l'eau de mer, dans l'eau de mer, c'est pas un problème, autant quand on le ramène à terre, tout d'un coup ça devient presque le problème principal de ces déchets. C'est-à-dire qu'on peut pas les jeter dans des décharges classiques parce que c'est trop salé. Donc il faut le mettre dans des décharges spéciales qui sont très chères et qui en plus sont pas si nombreuses, donc on se dit au bout d'un moment il y aura plus de place. On peut pas, quand c'est du sable, on peut pas vraiment l'utiliser dans le BTP parce que c'est salé, donc il y a des propriétés chimiques qui sont perturbées quand on fait du béton, des trucs comme ça, et c'est pas cool. Donc du coup, le sujet de ma thèse, c'est de dire comment est-ce qu'on peut essayer de faire descendre les taux de sel, alors en particulier de chlorure dans mon cas, en utilisant des plantes. Donc, la phytoremédiation, ce qui est la technique qu'on va utiliser, c'est le fait de planter dans un substrat qui est pollué une plante qui va soit accumuler dans ces parties, donc dans ces parties aériennes, donc genre les tiges, les feuilles, les choses dont on ne veut pas. Donc après, on coupe et on gère ça autrement par une autre filière de valorisation. Et le but, c'est qu'au fur et à mesure, ça extrait du sol. Soit il y en a d'autres aussi carrément qui vont diffuser, c'est-à-dire qu'ils prennent, alors, en tout cas pour le chlorure, ils prennent le chlorure et ensuite il y a des petites particules de sel qui se font partout autour des branches et qui sont ensuite enlevées par le vent. Donc ça, c'est mon axe de recherche, la phytoremédiation de ces sédiments de dragage dans le but d'enlever, alors là j'ai mis sur ce dessin le chlorure, le Cl, et j'ai mis aussi SO4 le sulfate, parce que c'est aussi un truc qui est intéressant et que je regarde aussi dans le cadre de ma thèse. Donc je vous ai mis cette très belle image, la société si les papas allaient en thérapie, donc ce futur merveilleux, ce que je vous vends quelque part, là le vert, probablement il y aura des stations de phytoremédiation. Voilà.
dans un monde futuriste merveilleux et utopiste, je crois que la phytoremédiation pourrait régler quelques problèmes. Mais bon. Donc le but de ma thèse, c'est de prouver que ça marche. Et après, le but, une fois que les papas auront fait leur thérapie, c'est qu'on l'utilise de façon industrialisée. Donc, dans la réalité, moi, j'arrive avec ce sujet de terrain. La phytoremédiation, c'est pas nouveau. Il y a des gens qui l'ont utilisé pour d'autres choses. Et les sédiments de dragage, c'est pas nouveau. Ça fait très longtemps qu'on drague. Donc, on a un peu de recul sur qu'est-ce qui se passe dans ces sédiments. Alors moi, ce qui m'a intéressée dans un premier temps, c'était de me renseigner, en fait, sur qu'est-ce qui se passe dans ces sédiments, juste parce qu'on les a sortis de l'eau. Parce que les sédiments, à la base, sont au fond de l'eau, donc ils sont dans un milieu où il y a peu d'oxygène, qui est gorgé d'eau, et ensuite on le pose sur le sol. Donc, il va changer d'état. Il va avoir l'eau qui va partir et l'oxygène qui va rentrer. Et en fait, toute cette eau qui va dégorger, c'est les lixivia, donc ils vont partir par percolation. Et moi, je me suis intéressée, quand j'ai fait ma bibliographie, j'ai cherché un petit peu ce que les chercheurs disaient sur qu'est-ce qui se passe en fait pendant ce temps-là. Et en fait, ce qui se passe d'un point de vue chimique, alors là, je vais essayer de vulgariser ça parce que je me doute bien que toutes les personnes qui regardent ne sont pas des chimistes, mais tout le monde a plus ou moins fait de la chimie au collège et au lycée et se rappelle du pH. Le pH, c'est si c'est acide ou basique. Et c'est quelque chose qui est très important en fait en chimie parce que ça va conditionner beaucoup de choses. Vous vous rendez bien compte que si on met quelque chose dans quelque chose d'acide, ben, ça va probablement se dissoudre. Et dans quelque chose de basique, ça va avoir un autre comportement. Mais en chimie, il y a un autre truc qui est important qu'on appelle le potentiel redox. Et en fait, je vais simplifier à outrance et je vais demander à Julie de ne pas me taper dessus après la présentation parce qu'elle est un peu spécialiste de ça. C'est, on va dire, la façon dont l'oxygène, et je simplifie parce qu'il n'y a pas que l'oxygène, va oxyder la matière. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez, sur les crèmes pour anti-vieillissement, on vous dit qu'il y a des antioxydants parce que l'oxygène va faire vieillir la peau. Ben, l'oxygène, ça ne fait pas que vieillir la peau, ça fait rouiller le fer et ça fait plein de choses. Et donc là, ce que je vous ai mis, là, ce truc barbare, avec marqué goethite, pyrite, Fe2+, etc., en fait, c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire du fer, comment il se comporte selon qu'il y a beaucoup d'oxygène ou pas beaucoup d'oxygène. Enfin, je simplifie le degré d'oxydation, c'est pas exactement ça, mais c'est ça. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que plus on monte vers le haut, donc il y a ma EH, entre parenthèses V, c'est ce potentiel redox, plus on monte, c'est-à-dire plus il y a de l'oxygène présent, et plus, en fait, ces formes-là, elles vont évoluer. Donc, par exemple, la pyrite, c'est une forme qu'on trouve alors, sous forme cristallisée, c'est très joli. On appelle ça l'or des fous, c'est doré. En fait, c'est du fer. Voilà, c'est du fer sous une certaine forme, la pyrite. Et en fait, si je monte la partie rouge, là, que vous voyez avec marqué goethite, et ben, en fait, c'est juste une autre forme. Et la goethite, on en trouve dans le sol. Et sous forme cristallisée, si je dis pas de bêtises, ça fait des espèces de ronds avec... Les plus jolis, il y a des espèces d'effets un peu iridescents, bon bref. Tout ça pour dire que, selon le degré d'oxydation, les choses changent. Et c'est un petit peu ce que les chercheurs disaient par rapport à ce tas de sédiments qu'on pose à l'extérieur, c'est que selon le degré d'oxydation, il se passe des choses dans mon tas de sédiments. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ce qu'on appelle les sulfures métalliques, donc là, dans ce cas, je vous en ai montré un, là, le sulfure métallique du fer, entre autres, il y en a un qui s'appelle la pyrite, et ben, il va se désagréger, changer d'état. Et dans le cas de la pyrite, eh ben, ça va nous faire d'un côté du sulfate, SO4 de moins, et de l'autre des ions de fer. Voilà. Et là, je vous ai mis la page Wikipédia sur les sulfures métalliques, et tout à l'heure, je vous ai parlé du fer, et le fer, ça fait pas très peur, mais là, je vais vous montrer d'autres sulfures métalliques qui sont moins cool. Donc, on a le sulfure d'antimoine. L'antimoine, ça craint, voilà, c'est cancérogène, c'est hyper toxique. Sulfure d'argent, bon ça fait pas peur, mais sulfure d'arsenic, c'est pas mal. Sulfure de bismuth, de cuivre, d'étain, de fer, de mercure. On aime bien le mercure, hein. Voilà, molybdène, nickel, plomb. Bon, voilà, donc les sulfures métalliques, c'est tous les métaux et métalloïdes, et il y en a qui sont vraiment juste très très nuls. Donc, vous imaginez que si on a des sulfures métalliques qui changent d'état et qui relarguent tous ces métaux, il y a des métaux qu'on n'aime pas trop. Et donc, c'est là qu'on arrive au ver de terre. C'est-à-dire qu'il y a eu une étude, donc là, j'ai mis sur mon PowerPoint, c'est une étude qui date de 2009 et qui a été rédigée par
Monsieur Baird et ses copains, hein, Berthe et Al. Et ce qu'il a dit, en fait, c'est que on a observé qu'il y avait une certaine mortalité dans la microfaune et la macrofaune, dont les vers de terre. C'est-à-dire qu'en gros, on pose nos sédiments marins ou nos sédiments de rivière à côté sur la berge, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'au bout d'un moment, on commence à flinguer des vers de terre. Et donc, du coup... alors, attendez, non, je vais revenir en arrière, Claire, je suis arrivée un peu trop vite. Voilà, donc, du coup, comment ça se passe en termes de temps? On pose sur la berge, rien ne se passe. 1 mois, rien ne se passe. 2 mois, rien ne se passe. 3 mois, rien ne se passe. 4 mois, c'est bon, les vers de terre commencent à mourir en masse. Et ça dure jusqu'à 12 mois, et ensuite, ça va diminuer pendant les 5 années suivantes. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être ce serait intéressant de ne pas commencer la phytoremédiation juste au début. C'est-à-dire que si je mets mes plantes, et qu'il se passe 3 mois, mes plantes sont sympas, elles font leurs racines, elles s'adaptent, elles retirent le chlorure, et qu'au bout de 3 mois, je lui balance dans la tronche du mercure, du plomb, de l'antimoine et d'autres choses, et que ça tue d'un côté les vers de terre, mais les plantes n'aiment pas beaucoup ça non plus, ça risque de mettre en péril mes essais. Voilà, donc si je ne veux pas tuer toutes mes plantes, il serait bien que je ne les plante pas directement à la sortie du port. Donc je vous ai présenté là, j'ai mis mes sédiments à moi, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très moche. Voilà, donc on a sur la droite des énormes, alors, ça s'appelle des géotubes, des boudins, voilà, ou des chaussettes, qu'on remplit d'eau pleine de sédiments et qu'on laisse dégorger, c'est-à-dire que c'est un peu poreux. Et donc l'eau sort avec la majorité du chlorure, ce qui est super, parce que le chlorure est très soluble. Donc quand l'eau part, le chlorure part avec lui, mais pas tout. Et moi, donc du coup, quand on m'a expliqué que j'allais avoir accès à ces sédiments, ce que j'ai fait, c'est de venir tous les mois, dans la mesure du possible et du confinement, faire des prélèvements pour voir où est-ce qu'on en était en fait. Est-ce qu'on avait passé ce fameux cap où on tue les vers de terre et potentiellement, dans ma tête, mes plantes. Et donc, il s'est passé 6 mois. J'ai fait mes petits prélèvements, je suis revenue, je les ai analysés, etc. Et voilà ce qui s'est passé. Donc là, c'est à peu près le seul graphique sérieux que je vous ai mis. C'est le mien. Voilà, c'est un petit graphique Excel. Donc le potentiel redox à gauche. On a 2 types de sédiments. Mes sédiments qu'on a à Pérols, dans les géotubes de Pérols, et des sédiments qui sont à Port-Camargue. Et ce qu'on voit donc en jaune, c'est que le potentiel redox à Pérols, il est quand même encore très bas. Et que à droite, en bleu, à Port-Camargue, c'est plus haut. Donc, si on se rappelle, nous, ce qu'on cherche, c'est à dépasser le stade où on a commencé à balancer des métaux lourds. Et ce dont je me rends compte en regardant ces graphiques, c'est que à Pérols, bien que ça fasse 6 mois que ce soit en train de ressuyer, de dégorger de son eau de mer, eh bien, on n'a pas franchi encore cette étape. On n'a pas franchi, en fait, on est toujours dans l'équivalent de mon tas qui est là depuis 1 ou 2 mois. Donc j'étais un peu embêtée. Je me dis, je ne vais pas planter mes trucs dedans maintenant parce qu'en fait, ils ne sont pas prêts. Et j'ai aussi fait à droite, je vous ai montré les taux de sulfate parce qu'en fait, si on se rappelle, quand il y a ce changement d'état, on relargue les métaux lourds dégoûtants dont on ne veut pas, mais on relargue aussi du sulfate. Et ce qu'on voit, alors c'est même, on le voit quasiment pas, mais en jaune tout en bas, les sédiments de Pérols, il n'y a quasiment pas de sulfate. Alors qu'à Port-Camargue, on en a un petit peu. Et je vous ai mis tout à droite un truc qui s'appelle le Gros du Roi, où en fait c'est des vieux sédiments qui ont 10 ans et qui ont été prélevés. Alors Port-Camargue, Gros du Roi c'est la même chose, Port-Camargue c'est le port, Gros du Roi c'est la ville. Mais en fait ceux qui ont été posés sur le sol il y a 10 ans, eh ben, on voit qu'ils ont beaucoup de sulfate. Donc peut-être, potentiellement, c'est une question que je me pose, est-ce que ce ne serait pas ces fameux sulfates de mésulfure métallique, donc qui montreraient que oui on relargue beaucoup de sulfate, mais au moins c'est stable quoi. C'est-à-dire qu'on peut maintenant mettre des plantes dedans, elles ne vont pas mourir du choc de se retrouver tout d'un coup à un changement d'état où on se retrouve à balancer du sulfate, des métaux lourds, etc. Voilà, donc c'est un petit aperçu de ce que je fais en ce moment, à savoir préparer mes cultures en essayant de prendre les bonnes décisions pour ne pas tuer les vers de terre, mais surtout mes plantes. Voilà, je vous remercie de votre attention, c'était ma présentation Thanos versus vers de terre, photoremédiation en péril. Voilà. Si tu n'as pas de questions, nous allons nous arrêter. On va regarder s'il y a des questions des gens qui sont là. Sur le chat. Alors, il y a une question de l'Ivoirien. Alors,
quelle plante prévois-tu d'utiliser? Alors, en ce moment, on a un petit chouchou qui s'appelle la canne de Provence, qui est une plante... vous la voyez beaucoup sur les bas-côtés des autoroutes. C'est des immenses cannes avec des fois des petits plumeaux en haut. Ça peut faire 3 mètres de haut, 4 mètres de haut. Et c'est une plante très résistante qui aime beaucoup le sel, qui s'y accommode très très bien et qui en plus accumule le cuivre. Et dans notre cas, les sédiments du sud de la France, on a beaucoup de cuivre. Donc c'est une plante qu'on a trouvée à la fois très sexy et très facile d'entretien, donc ça nous a beaucoup plu. Donc pour le moment, on planifie de faire des essais là-dessus. Moi, j'ai une question. Merci. Le fait de mettre les sédiments dans un boudin, même si le boudin... Enfin, comment t'appelles Le géotube. Le géotube. Même si le géotube est poreux, est-ce que ça ne va pas gêner la pénétrance de l'oxygène et justement, ça ne va pas retarder, enfin, ça a l'air de retarder du coup l'augmentation du potentiel redox? Eh bien, ouais, c'était un peu ma question. Et il semblerait que oui. Ok. C'est-à-dire que la version classique, c'est juste de poser. En fait, ils creusent dans le sol, ils mettent une géomembrane imperméable pour pas que ça rentre dans le sous-sol. Et ils pompent ensuite et ils relarguent l'eau dans la mer où ils l'ont pris. Et ça, là, c'était les études qu'il y avait en 2009. Mais les géotubes où en fait tout est enfermé, c'est mieux parce qu'on maîtrise mieux le processus. Mais en même temps, effectivement, la grande question, c'était qu'est-ce qui est quid de l'oxygène. Et il semblerait effectivement que ça ralentisse énormément l'oxydation des sédiments. Mais après, ils vont l'ouvrir. Le but, en fait, c'est de le laisser pendant 5-6 mois. Et ensuite, ils ouvrent. Et ils ont des projets, ils vont l'utiliser peut-être pour faire des aménagements paysagers, des trucs comme ça. Ok. Le but n'est pas de le laisser dans le boudin pour toujours. Parce que c'est vraiment très moche. Ouais. On n'a pas plus de questions. Ok. Nous avons toujours dit téléspectateurs. Bon, bah écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je n'ai rien d'autre à raconter. Bon. Moi j'ai une autre question. D'accord, vas-y. En attendant que quelqu'un d'autre te pose une question. Les sédiments du Gros du Roi, est-ce qu'ils sont passés par la case géotube, eux? Alors eux non. Eux Okay. c'est des à l'ancienne. C'était il y a 10 ans. Voilà. Bon. Et après, ce l'ivoirien, il demande que deviennent les boudins après utilisation. Est-ce qu'ils restent sur place? Ah, alors normalement l'entreprise les ouvre, en fait ils les déchirent et ils disent que normalement les sédiments sont pelletables. Donc après ils ont leur propre business de ce qu'ils font, est-ce qu'ils les mettent en déchetterie, etc. Et les boudins, je pense qu'ils sont jetés parce que une fois qu'ils sont ouverts, ils peuvent plus être remplis. Donc c'est à usage unique. Et c'est une espèce de grosse toile, une grosse toile bien solide. C'est du plastique? Je pense qu'il y a du plastique dedans. Je pense que c'est renforcé avec du plastique. Mais sur mon truc, j'avais montré un peu la texture. Alors si je reviens en arrière... Ah non, il n'y a plus de... Non, mais c'est fini. Je ne vous montrerai pas mon slide. C'est pas grave. On a une autre question de Amy. Vas-tu regarder les métaux relargués au cours du temps? Alors, on a potentiellement un projet d'analyse des métaux. C'est pas ma spécialité, c'est-à-dire que moi j'en ai fait dans le passé, mais dans le labo ici, je fais plutôt chlorure sulfate et les majeurs. Mais les métaux, je vais aller à Montpellier pour les analyser. Mais ce n'est pas fait encore. Et je pense que c'est tout pour le moment. Il y a un petit décalage. Oui, c'est normal. Eh bien, de rien, Amy. Et voilà, peut-être qu'on peut donner 1 minute et ensuite on coupe en l'absence de questions. Dans cette minute, nous allons diffuser un reportage sur les langoustes. La langouste du Languedoc. Tu vas nous faire une présentation sur ta thèse sur les langoustes du Languedoc? Voilà. Hein? Non, elle fait une thèse sur
sur l'oxygène dans les lagunes. Non. Si, c'est pas mal. Mais pas sur les langoustes. Mais aussi les sédiments. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. C'était un grand plaisir. Merci d'être venue. Merci à toi, Flo, pour cette super présentation. Merci, Julie, d'avoir été une excellente journaliste. Merci à l'Université de Nîmes de nous permettre de communiquer sur nos sujets. Et merci à la région Occitanie de me donner un salaire pendant 3 ans. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir.